Donc bienvenue à tous dans le podcast. Ce podcast est axé sur l'entrepreneuriat. Principalement, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de remise en question et du dépassement de soi. Et parce qu'on est tous entrepreneurs et acteurs de notre propre vie, j'aimerais vous apporter une autre dimension avec cet épisode. Il y a quelques mois, j'ai vu une émission sur la RTS avec un reportage sur un homme paraplégique qui testait un exosquelette. Cette personne était de Zurich, parlait anglais, et je me suis dit que ce serait un super bon sujet pour le podcast. Malheureusement, la barrière de la langue, avec l'anglais, je me suis dit, voilà, pour la plupart des auditeurs, c'est peut-être pas forcément accessible. Et je voulais que tout le monde puisse bénéficier d'entendre une interview. Et puis, voilà, donc 1 ou 2 semaines se sont écoulées. Et je retombe par hasard, et pourtant je regarde vraiment très rarement la télé, mais je retombe par hasard sur un autre reportage sur toi, Silke, et du coup je me suis dit, c'est génial, on a la même histoire quelque part, c'est très ressemblant, et tu parles français, tu habites en Suisse, et du coup voilà, c'est un parcours qui est inspirant aussi. Et c'est du dépassement de soi, clairement. Donc je me suis dit, génial, il faut que je la contacte pour le podcast. Donc voilà, on est là aujourd'hui. C'est super. Merci Silke d'avoir accepté de m'accueillir ici pour l'interview. C'est cool. Oui, merci à toi d'être là, c'est super, c'est chouette. Merci. Est-ce que tu veux nous remettre un petit peu en contexte avant l'accident, qu'est-ce que tu faisais comme travail? Quels étaient tes passe-temps? Quels étaient tes passe-temps? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, juste avant l'accident, j'ai été juste avant, à peu près pendant 15 ans, j'ai travaillé comme artiste de cirque professionnel en tant qu'équilibriste, contorsionniste, trapéziste. D'accord. Avant de faire l'école de cirque, c'était l'école nationale du cirque de Berlin. J'ai été athlète en plongeon, trampoline. Ok. Et gym, avant de faire le plongeon, c'était en gym. Et donc, j'ai toujours été dans les sports acrobatiques. Et puis, comme c'était ma passion, et je le sentais un peu comme une vocation de faire ce métier du spectacle, je faisais à côté de ça encore de la danse et du théâtre. Et c'est ça, finalement, qui m'a menée à mon métier, que j'ai pratiqué avec beaucoup d'investissement, de passion, je sais pas comment dire, c'était tout, c'était ma vie, quoi. C'était ce que j'aimais. Et j'ai voyagé pendant toutes ces années. J'ai habité dans une caravane et je voyageais un peu dans le monde entier pour mes spectacles. D'accord. Et là, il est arrivé en 2007. En septembre 2007, j'ai fait une chute du trapèze sur un lieu de spectacle en Italie. Okay. Et là, j'ai eu beaucoup de choses dans mon corps qui se sont fracassées, cassées. Et c'est depuis ce jour-là que je suis paraplégique et que j'ai dû reconstruire une nouvelle existence. Ouais. Qu'est-ce que ça a remis en cause pour toi, en fait? Qu'est-ce que ça a remis en question? Ça a remis en question, en fait, toute ma vie, parce que mon identité, je me l'étais faite par rapport à mon métier d'artiste, bien que je savais que ce métier, c'est pas moi, on ne peut pas s'identifier à une activité, mais en même temps, quand on la pratique tous les jours depuis... Ouais, c'est plus qu'une passion, donc c'est... Oui, et c'est un métier qui prend le temps, en dehors on travaille, et puis dans le loisir, on fait la même chose, donc c'est loisir et travail, c'est tout en un. Et il fallait que je retrouve qui je suis, et mon corps avait été mon instrument d'expression, d'épanouissement.
Et d'un jour à l'autre, ce corps-là que j'avais connu, que je connaissais jusqu'au bout des doigts, il n'était plus le même, n'était plus Ouais. là. Euh, Avec la paraplégie, il y a toute une partie de mon corps que je ne sens plus, Mhm. que je ne gère plus. Et il y a une partie entre deux qui a une sensibilité différente, qui est pas ni complètement paralysée, ni complètement valide. C'est une zone un peu entre deux qui est Mhm. chez moi dans la zone du bas-ventre. Et, et ensuite, on a beaucoup de sensations dans le corps qui sont complètement différentes. D'accord. Donc j'ai dû vraiment réapprendre ce corps qui était pour moi devenu un nouveau corps et ça m'a, ça m'a pris du temps Mhm. pour apprendre qu'un mal de tête, ça veut dire que j'ai une blessure au pied, qu'une nausée, ça veut dire que je sais pas, qu'il y a un problème, qu'il faut par exemple, je sais pas, que j'ai quelque chose à la cuisse. Enfin, Mhm. tout est. Les signaux sont Les différents. signaux sont complètement différents. Mhm. Euh, et oui, j'ai mis du temps. Pendant, on va dire, bien 4 ans après l'accident, j'avais beaucoup de peine à, on va dire, à aimer ce Ouais. corps paraplégique. Je supportais pas de me voir dans le miroir. J'avais l'habitude d'avoir des jambes très toniques et musclées. Le fait de voir mes jambes qui étaient devenues un peu comme des poupées chiffon, toutes molles comme ça, Mhm. sans forme, je m'identifiais plus à ça. Et du fait qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour reconstruire la nouvelle profession et jusqu'à arriver à un niveau où le salaire pouvait rentrer de nouveau. Parce que faut savoir que tout au début, après l'accident, notre assurance, mon assurance accident n'avait pas pris en charge les frais. Donc pendant 4 ans et demi, il a fallu vraiment se battre aussi Mhm. d'un point de vue financier. Ouais. Et pendant tout ce temps-là, j'avais beaucoup misé sur la reconstruction professionnelle qui finalement s'est bien passée, qui était dans le domaine des décorations ballons, structures gonflables, où on a maintenant eu la chance de pouvoir construire notre entreprise, le Cannibaloon Team, qui maintenant qui roule, qui fonctionne, bien que ce soit une activité artistique indépendante, donc il faut toujours se battre Ouais. tous les jours. Mais ça fait plaisir quand même. Et pendant tout ce temps-là, du coup, je ne pouvais pas me mettre dans le sport de compétition. Je faisais du sport, j'avais acheté un premier handbike, un vélo à bras, tout de suite en sortant de l'hôpital en 2008, au printemps 2008. Je faisais plusieurs entraînements par semaine, mais ce n'était pas encore aussi intensif. Et c'est seulement 4 ans après l'accident que j'ai pu me mettre au sport de compétition. Et à partir de ce jour-là, je me suis entraînée quotidiennement, plusieurs heures. Et c'est là que j'ai pu enfin de nouveau refaire la paix avec ce corps, me sentir bien Mhm. dans ce corps paraplégique, parce que je retrouvais des sensations que j'avais eues, des sensations d'une personne sportive, d'une sensation physique, de sport, comme lorsque j'étais avec un corps tout à fait normal. Mhm. Et je me retrouvais, je me disais, ah oui, en fait, ça c'était moi, c'est vrai, ça je connaissais. Ok. Et vraiment, ça a fait un déclic par rapport à mon bien-être. Mhm. C'était important pour moi. Ok. Excellent. Et si on revient juste après l'accident, au moment où tu apprends que tu es paraplégique, Oui. j'imagine que c'est un moment que tu te rappelles toute ta vie. Qu'est-ce qui te vient à la tête, qu'est-ce qui te vient à l'esprit en fait quand tu apprends ça? Quelles sont les Euh, premières pensées? alors, disons que
En fait, c'est un petit peu particulier parce que je ne l'ai pas appris d'un coup. Je n'ai aucun souvenir qu'on me l'ait annoncé que j'étais paraplégique. Je l'ai vu que moi, j'étais dans un espèce de coma, dans une inconscience pendant 2 semaines. Je me souviens seulement du moment où j'ai repris conscience, comme si j'avais cette sensation de me réveiller d'un long sommeil. Et vu que les autres personnes qui étaient dans la chambre d'hôpital ne savaient pas que je m'étais réveillée, ces personnes continuaient à parler entre elles. Et c'est en écoutant ces discussions-là que je m'étais rendu compte qu'il y a quelque chose de grave qui était arrivé. D'accord. Et j'ai pas tout de suite compris que c'était la paraplégie. J'ai juste compris que quelque chose de grave était arrivé. Et après, j'ai appris un petit peu indirectement, parce que ces personnes parlaient des effets collatéraux de la paraplégie. Donc j'ai d'abord appris les effets collatéraux, on va dire. Avant de savoir le diagnostic. Oui, en fait, ils parlaient justement des fonctionnements des organes dans le ventre et tout, qui fonctionnaient plus correctement. Et puis après, ils sont venus avec une aiguille en piquant mes jambes. Et c'est là, gentiment, que j'ai compris que quelque chose s'était passé. Au moment où j'ai pris conscience que quelque chose de grave était arrivé, j'ai plus eu cette sensation de, on va dire, une réaction d'urgence. Comme quand il y a quelque chose de grave qui arrive dans la vie, on a de l'adrénaline et il faut tout de suite... rebondir, se battre, et j'avais cette réaction-là. Je me suis dit, j'ai perdu mon corps, j'ai perdu ce corps que je connaissais, j'ai perdu mon instrument de travail. Il faut que je réussisse à en faire quelque chose. C'est vrai, je savais, j'ai toujours su que mon corps était pour moi un instrument d'expression, que ce n'était pas moi. Donc maintenant, il faut vraiment la théorie, la mettre en pratique et pas me laisser abattre par ça. Et après, j'ai dès le début voulu croire au fait que toute situation peut terminer positivement si nous, on a le mental qui croche par rapport à ça. Et que toute chose a une raison d'être, et que dans toutes les situations, aussi négatives qu'elles soient, on peut trouver quelque chose de bénéfique pour nous. Alors, au fond de moi, je savais ça, mais c'est vrai que c'était difficile d'un point de vue émotionnel de pouvoir l'appliquer. Mais j'avais quand même... un petit peu ces deux voix en moi. J'avais la voix de l'émotion qui était déprimée, qui était triste, qui était abattue. Et puis après, j'avais la voix de la raison qui me disait écoute, il faut crocher, il faut persévérer. Et puis tu vas pouvoir ouvrir dans le futur des nouvelles portes, et une nouvelle lumière va venir dans ta vie, et tu vas voir, ça va être bien. Mais je ne savais pas quoi, comment. Mais je savais qu'il fallait que je continue, que j'avance, que je fasse tout mon possible pour récupérer un maximum de santé. Et c'est sur ça que je me suis basée. J'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour essayer de guérir au mieux. Et on peut dire aujourd'hui, d'accord, il y a cette paraplégie, mais pour le reste, je suis en bonne santé. Et qu'est-ce qui a fait que tu avais déjà cet état d'esprit-là à ce moment-là ? De te dire que quoi qu'il se passe, tu vas trouver le positif à un moment donné, même si tu ne le vois pas encore maintenant. C'est quelque chose que pas tout le monde a. Et... C'est l'expérience de mon passé qui m'a donné cet apprentissage. Et l'accident n'était pour moi pas la première chose difficile qui arrivait dans ma vie. J'ai eu des situations extrêmes et difficiles déjà depuis un très jeune âge. Et quand j'étais enfant, j'ai eu des moments où je n'avais pas encore acquis cette capacité-là, et où j'ai vraiment sombré d'un point de vue
émotionnel, dépressif et tout. Et c'est en remontant la pente par moi-même, par ma propre volonté, parce que j'ai appris aussi très vite que pour remonter la pente, pour aller de l'avant, pour progresser, c'est que nous-mêmes qui pouvons le faire. Même si autour de nous, on a des personnes qui font le maximum de ce qu'elles peuvent pour nous donner les moyens, le pas, l'action et disons le fait d'ouvrir la porte pour ouvrir la porte sur un nouvel horizon, c'est que nous-mêmes qui pouvons le faire. Et ça, je l'ai appris très tôt. Je l'ai appris très tôt, aussi déjà en étant très jeune, j'étais confrontée à une situation où, entre la vie et la mort, et j'ai décidé pour la vie, mais je l'ai décidé pas parce que c'est venu de l'extérieur, parce que j'avais pris cette décision. Ensuite, ça a suivi avec d'autres situations qui étaient très difficiles aussi dans la vie d'artiste de cirque. Il y a beaucoup de moments, moi j'ai travaillé pendant 11 ans en tant qu'artiste solo, et le monde du cirque, il est dur. Donc j'ai dû me faire ma place, j'ai dû rester forte en tant que de femme seule là-dedans. Et il y avait à ce niveau-là qu'il fallait que je me batte. Et puis après aussi dans le monde du spectacle où on doit souvent se produire quotidiennement. Sur scène, le public, quand on est sur scène, le public vient parce qu'il attend du divertissement, il attend une émotion de légèreté, de bonheur. Exactement. Donc il ne s'attend pas à ce que nous, on lui déverse nos propres soucis. Et ça, je l'ai appris aussi par rapport à mon métier. À chaque fois que j'allais sur scène, je me conditionnais positivement. Quoi que je puisse avoir comme souci, que ce soit mental ou des soucis physiques, parce que forcément, j'avais aussi des fois des petites blessures. Et en tant qu'artiste de cirque, on n'est jamais suivi par des médecins. Moi, pendant presque 20 ans, je n'étais jamais voir un médecin. On se soigne par soi-même, plus ou moins comme on peut. Et puis, quand on a des douleurs, on fait quand même. Et ça a été mes outils qui m'ont aidée au moment de l'accident. Où je me suis dit, comme dans le spectacle, maintenant je vais me conditionner positif, je vais continuer à sourire parce que en cherchant quelque chose de positif et en essayant de donner du positif aux personnes qui viennent me voir dans ma chambre d'hôpital, c'est peut-être comme ça que je peux le créer. C'est comme une petite plante qu'on a en nous, une petite graine, et puis c'est à nous de choisir laquelle des graines on arrose, la graine du négatif ou du positif. Et puis je faisais vraiment cet effort malgré mes souffrances, mais je faisais cet effort de vouloir chercher ce qui pouvait encore être constructif et ce qui pouvait être porteur d'espoir dans ma vie à ce moment-là. Ok. Excellent. C'est impressionnant. T'avais quel âge quand tu avais cet état d'esprit-là ? Alors, au moment... donc, il y a eu des moments très difficiles dans ma vie. C'était entre 7, 8, 9 ans. Vers 9 ans, c'est là que j'ai eu un souci où je me suis dit que ok, maintenant je vais décider de vivre, et puis où j'ai fait vraiment ce choix de vouloir prendre ma vie en main. Et à partir de cet âge-là, j'ai continué dans cette option. J'ai continué à me dire c'est moi qui tiens ma vie en main, c'est moi qui suis responsable de ma vie. Et puis même si y a des moments où je me sens abattue, c'est que moi qui peut remonter au sommet de la montagne. Ouais. À 9 ans, c'est une sacrée maturité quand même. Hein. J'ai eu, il faut dire de la chance ou pas de la chance, mais il faut le prendre comme de la chance. J'ai eu certains événements de vie qui m'ont fait mûrir rapidement. Et c'est vrai que quand j'étais enfant,
beaucoup de personnes disaient que j'avais une maturité qui n'était pas de mon âge, mais en même temps, j'étais peut-être aussi trop sérieuse pour mon âge. J'avais peut-être, par rapport à certaines choses, je voyais trop la vie comme un adulte déjà, alors que ça aurait peut-être été bien que je puisse avoir un peu plus de légèreté. Mais peut-être que j'ai compensé ça à l'âge adulte, justement, en étant dans le métier du spectacle et de l'événementiel, où j'ai été justement rechercher ce côté du rêve. Puis ça continue maintenant avec les ballons, en fait, oui. quelque part. Oui, c'est ça. Dans les ballons, on est dans l'événementiel, dans le divertissement, dans les couleurs. Et on crée des moments on va dire, de plaisir et d'évasion pour les gens. Et en même temps pour nous aussi. Quand on crée ce genre de choses, parce qu'on a créé des paysages en ballon qui allaient avec de 200 à 400 000 ballons. Ça a commencé ça a commencé avec, laissez-moi réfléchir, 20 000 ballons sur 200 mètres carrés jusqu'à 450 000 ballons sur 10 000 mètres carrés. Donc des paysages de mondes sous-marins, de cosmos, de jungle, de safari, de labyrinthes géants. Et puis c'est vrai que c'est des moments où nous, quand on les construit, on est dans le travail, parce qu'il faut quand même avoir une pensée structurée, un petit peu mathématique, architecture et tout ça pour que les constructions qu'on fait soient solides et tiennent. Mais une fois que c'est créé, c'est un accomplissement, c'est un bonheur de voir ce monde qui est tout à coup, qui a surgi de presque nulle part, de nos cartons. Puis de voir après les gens qui regardent aussi, je pense que c'est aussi de voir satisfaction. Oui, tout à fait. De voir les gens qui sont là, de les voir s'émerveiller, et puis les adultes qui disent « Ah, mais j'ai l'impression de redevenir enfant », et puis c'est drôle. et l'avantage avec les ballons, c'est qu'on peut créer quasiment tout. Donc tout ce qu'on imagine, bien sûr, il faut une certaine technique, il faut un apprentissage, il faut de l'entraînement. Mais une fois qu'on a acquis ces bases, on peut créer vraiment tout ce qu'on imagine, des mondes, des créations, des animaux, des châteaux, taille réelle, où les gens peuvent aller se promener à l'intérieur, des personnages d'un autre temps. Et c'est fabuleux qu'on ait réussi à en faire un métier finalement. Et de vivre de ça. C'était un défi qu'on a voulu relever au moment de l'accident. Il fallait se reconstruire. Mon mari avait déjà fait une formation en tant que décorateur ballon, parce qu'il s'était dit, au moment où il voudra changer de carrière après avoir été artiste de cirque, il voudrait se lancer là-dedans. Et puis vu que lui a été déjà un peu cassé physiquement, parce qu'il a fait de la cascade de cinéma, il a fait beaucoup de motocross, il a fait artiste de cirque, donc il avait des usures physiques où il pensait déjà à sa retraite, alors que moi pas du tout. Au moment de l'accident, j'étais encore absolument en pleine forme, donc c'était loin de moi. Mais c'est sa pensée à lui, au futur, qui nous a sauvés au moment de l'accident, parce qu'on n'avait plus rien. Tout ce qui était dans le métier du spectacle, de ce qu'on avait construit, même si on avait énormément de spectacles différents, qu'on était très polyvalents, une fois qu'on est en chaise roulante, tout ça, c'était plus possible. Bien sûr. Et c'est donc sur les ballons qu'on a tout misé, et on ne savait pas du tout si ça allait marcher. Il a fallu
faire connaître cet art. Il fallait, puis aussi peut-être expliquer aux gens ce qu'on pouvait faire, que c'était autre chose que juste des 3 ballons d'anniversaire qu'on cachait dans un coin. Ouais. Et puis oui, finalement, on a acquis la confiance de beaucoup de partenaires. Et puis, on est demandé pour des décors ou pour même des enseignements maintenant à l'étranger aussi. Donc, c'est vraiment passionnant. Excellent. Est-ce que tu as un petit rituel dans ton quotidien qui est peut-être un peu différent de la plupart des gens? Je sais pas, ça peut être de la méditation ou je sais pas, où tu écris, ou un petit rituel que tu ferais chaque jour. Alors, oui et non, parce que déjà, toutes mes journées sont très différentes, vu toutes mes activités très différentes que je fais. Et du fait que je me déplace beaucoup, je suis quand même beaucoup en voyage, malgré le fait que je suis, on va dire, officiellement devenue sédentaire et je suis plus nomade, mais dans la pratique, je suis assez nomade encore. Ok. Et, j'ai des petits rituels, mais qui sont imposés par mon handicap. Parce que cet handicap nécessite des heures de soins quotidiennes. Oui. Auxquelles je ne peux pas échapper. Et pour supporter ça et pour pas devenir impatiente pendant que je fais ces soins alors que j'aurais d'autres choses bien plus intéressantes à faire, il faut dire que ça me prend ces soins dus au handicap me prennent entre 3 et 4 heures par jour, donc 3 heures minimum, ça tourne plutôt autour des 4 heures. D'accord. Et c'est vrai que pendant cette période, vu que mes mains sont occupées à faire des choses, des gestes qui sont maintenant tellement habituels, que ça fait tous les jours depuis 11 ans que je les fais, que j'ai plus besoin de trop réfléchir. Et ça, c'est des moments où j'aime bien méditer, j'aime bien... oui, d'abord, c'est un petit peu des fois... on va dire, laisser aller mes pensées et puis après vraiment essayer de rentrer dans des états comme ça de méditation qui sont aussi pour moi souvent des sources d'inspiration par rapport au quotidien ou qui me permettent de revoir mon quotidien différemment ou de tout à coup prendre conscience de certaines choses dont je n'étais pas consciente au moment où je suis dans le flux, dans l'agitation, dans le stress. Là, on est pris dans l'action. Et quand tout à coup, on peut se laisser aller à une certaine profondeur et à se défaire de on va dire, c'est comme une force centrifuge qui nous tire à l'extérieur de cette roue qui tourne tout le temps. Quand on peut un peu revenir au centre et puis où toute cette agitation se calme, ça me donne aussi des idées sur mon futur ou des prises de conscience par rapport à mon quotidien ou à mon passé qui me permettent d'aller de l'avant. Et grâce à ça, j'arrive maintenant à apprécier aussi ces moments de soins parce que du coup, j'en fais autre chose. Ouais. Et on va dire mes rituels, c'est un peu ça. Ouais. Okay. C'est quelque chose d'imposé par la vie, mais que j'ai transformé en faisant quelque chose qui est pour moi, entre guillemets, agréable ou acceptable en tout cas. Voilà, ouais, ok. Très bien. Est-ce que tu as déjà dit tout à l'heure, ça fait erreur, hein, tu crois pas au hasard, c'est ça? Ou bien... Alors, pas vraiment. Je me dis, il y a... Alors, on va dire comme ça. Je pense qu'on a un certain destin qui est tracé. On a probablement, comme, je sais pas, au début de notre vie, des
des sommets des montagnes, et puis des sommets et un cadeau sur le sommet de certaines montagnes. Mais après, c'est à nous, on a toujours le libre choix. Je pense qu'après, c'est à nous de choisir si on a envie de grimper ces montagnes, si on a envie d'aller chercher ces cadeaux, et si on a envie de profiter de la météo du moment, c'est-à-dire des conditions, des opportunités de la vie qui se présentent sur le moment, ou pas. On a des fois, si je vais imager, il y a des tempêtes, des vents forts. Alors, est-ce qu'on va choisir, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, est-ce qu'on va choisir de se mettre face au vent et de vouloir aller contre le vent, ou est-ce qu'on va choisir d'aller absolument où on veut, mais de prendre la moindre résistance et d'avancer de profil, ou est-ce qu'on va choisir de se laisser aller où le vent nous pousse? Et peut-être que ça nous mène dans 3 directions différentes, et dans ces 3 directions, il y a des montagnes différentes, avec des surprises au sommet qui sont différentes. Mais après, tout ça, ça fait partie, je pense, de notre chemin de vie, et peut-être que ces 3, peu importe sur lequel des sommets on va gravir dans le présent, peut-être qu'au final, ces 3 montagnes vont nous mener sur le même chemin, mais on aura passé par des chemins différents. Et c'est pour ça, je pense que le hasard, c'est aussi... ça doit être une conjonction entre certaines énergies qui ont été mises dans notre vie au début, et après aussi ce que nous on émane sur le moment, parce que nous, avec nos pensées et avec nos émotions, on attire certaines choses pour justement parce que on va dire pour notre évolution plus grande, qui est de devenir un meilleur être humain, quelqu'un de plus intelligent, de plus sage. Alors on va attirer vers nous certaines situations. Et le hasard, je pense que c'est tout ça. Des fois, on attire à nous des situations qui sont désagréables. Et puis, on les attire à répétition. Mais pourquoi? Moi, je me dis, c'est parce que c'est quelque chose, c'est un point faible qui est encore en nous et qui est pas géré, qui est pas guéri. Et tant qu'il sera pas guéri, on va continuer à attirer ça. Si quelqu'un a un problème avec l'envie, avec peut-être d'être comment on dit ce mot, d'être de jalousie ou comme ça, il va forcément toujours voir chez les autres ce que les autres ont de mieux que lui. Qu'ils ont un meilleur... Toujours se comparer, en fait. Voilà, un meilleur homme, une plus belle femme, une plus belle maison, une plus belle famille, plus de succès dans le métier, dans le sport. Et c'est seulement une fois que la personne, elle aura pu guérir ça en elle, et puis qu'elle pourra se dire, mais je suis heureux par rapport à ce que je suis moi maintenant, je suis fière de moi par rapport à ce que j'ai acquis et ce que j'ai réussi à atteindre par rapport à mon passé, par rapport à tout mon chemin parcouru, et qu'elle ne se comparera plus avec les autres, mais avec elle-même, en voyant que par rapport à ses moyens à elle, elle a réussi énormément de choses, et puis que si elle se compare que à elle-même, elle serait championne olympique parce que c'est par rapport à elle-même. À ce moment-là, tout à coup, il y aura plus ce problème de jalousie, et elle va plus attirer des personnes qui auront plus, et ça va plus susciter cette émotion. Donc, il y a, je pense, dans ce sens-là, le hasard, et c'est des concours de circonstances qui sont des enseignants pour nous faire avancer vers des plus grands sommets. C'est beau. Mais ouais, je rejoins tout à fait ton explication, qui est très parlante. Merci. Est-ce que tu penses que le fait d'être artiste de cirque, d'avoir fait beaucoup de sport avant l'accident, est-ce que ça t'a vraiment... est-ce que ça t'a aidé par rapport à
à traverser ces épreuves et sur quel point de vue ça t'a aidé? Oui, je pense que ça m'a aidé euh, sur plusieurs points de vue qui sont le mental, qui sont l'émotionnel, qui sont la capacité à endurer la souffrance. Mhm. Euh, c'est vrai que cet handicap que j'ai est lié à des souffrances physiques, mais j'ai appris aussi à les supporter parce on sait aussi que la perception de la douleur, elle est largement liée aussi à l'émotionnel. Ouais. Même si c'est pas que ça, mais elle est largement liée à Mhm. l'émotionnel. Et on arrive à, on arrive, même si on n'arrive pas à enlever complètement, mais on sait aussi que par la méditation, par l'auto-hypnose, moi j'aime pas l'hypnose quand on est par une personne extérieure, mais j'aime bien quand on peut prendre le contrôle de soi-même, Ouais. être maître de soi et de son corps. Et par tous ces moyens-là, on arrive à gérer la douleur autrement que par des médicaments chimiques qui finalement font des effets secondaires qui à long terme sont pas bien pour notre corps, Ouais. surtout quand on a des douleurs chroniques comme j'ai. Et le fait d'avoir à l'époque aussi dû me produire en spectacle alors que des fois j'avais vraiment des vraies blessures Ouais. et, et qu'il fallait ne pas le montrer, il fallait faire comme si tout allait bien. Ouais. Ça m'a aidé à acquérir cette capacité et aussi le fait de devoir me régénérer rapidement quand on avait plusieurs spectacles par jour, tous les jours, 7 jours sur 7 pendant plusieurs mois. Ben, je savais, j'ai une nuit, elle fait quelques heures, elle est courte. Il faut que pendant ces heures-là, rapidement je m'endorme pour Ouais. rapidement tomber dans un sommeil profond qui est plus régénérateur. Et j'arrive assez bien, même encore maintenant, euh, à me rendormir rapidement parce que toutes les nuits je suis réveillée par mes douleurs. Mais euh, je suis réveillée et puis après je me refais un exercice de détente profonde et j'arrive à me rendormir moi-même presque sur commande. Et D'accord. ça, c'est quelque chose que j'ai acquis, même déjà un peu avant, dans mon métier Ouais. d'artiste de cirque, où j'avais pas beaucoup le temps pour régénérer. Et puis, le fait d'avoir été athlète aussi, c'est avant, c'est en fait, quand on est athlète et qu'on a des compétitions ou qu'on est artiste et qu'on a un moment où on a un spectacle, c'est des moments dans la vie où on sait qu'il faut être à 100%. Il faut donner tout ce qu'on a. Il Ouais. faut donner le meilleur de ce qu'on a sur ce moment. Et peu importe les autres soucis, il faut réussir Mhm. à se mettre dans une bulle et tous les autres problèmes, ils ricochent sur nous à ce moment-là. Et c'est un exercice que j'ai pratiqué beaucoup, qui m'aide encore actuellement. Ok. Je ne sais pas si avec ça j'ai répondu Oui, oui, à la tout à question. fait. Merci. Donc aujourd'hui, quel sport tu pratiques? Alors aujourd'hui, je pratique essentiellement trois disciplines sportives, même un petit peu plus. C'est-à-dire, j'ai commencé avec le vélo à bras, le handbike, après l'accident. Et, et là, je me suis mise au paratriathlon. Donc là, je pratique aussi encore le fauteuil de course, Ok. la natation, et puis le béliac aussi, mais c'est pas un sport de compétition, mais c'est une planche sur laquelle je suis couchée à plat ventre et j'avance parce que je prépare un défi pour cet été, Ok. qui va être le tour de 26 lacs, un peu plus de 1000 km en Suisse, où que je vais faire avec 4 sports. Donc le handbike, le fauteuil de course, la natation. Et quand la traversée des lacs est trop longue, quand j'ai plus que, on va dire, 3 km à nager, je vais faire le reste en béliac. D'accord. Ou si c'est un lac de montagne,
Je vais faire ça comme ça. Et à côté de ça, je pratique la condition physique, la musculation, qui sont des compléments pour garder une musculature équilibrée et qui est aussi une prévention avec l'âge par rapport à mes articulations pour pas avoir le moins possible d'arthrose et de ce genre de soucis. Ouais. Que c'est des soucis qu'on a quand on est en fauteuil roulant, quand on fait toujours un peu les mêmes mouvements. Okay. C'est particulièrement important de pouvoir travailler, pas unilatéralement, mais vraiment travailler les muscles antagonistes aussi, et tout ça. Tu as toujours une vision à long terme, en fait, j'ai l'impression, non? Tu penses toujours Oui. très loin. Je pense au présent et loin aussi. Ouais. Je pense à être satisfaite de mon présent, à faire ce qui est bien dans mon présent, mais en même temps, je sais que c'est mon présent qui construit mon futur. Ouais. Et je pense toujours à long terme, et puis je me dis, je vais être aussi penser bien en me disant, en espérant que je vais encore avoir la chance de vivre beaucoup d'années et beaucoup de choses. En ayant entendu que l'espérance de vie des personnes avec une lésion médulaire était pas aussi longue que quelqu'un de valide. Okay. Et puis les problèmes qu'on pouvait avoir à long terme à cause du fait d'être toujours assis. Et là, c'est vrai que dès le début, je fais beaucoup de prévention, que ce soit contre les escarres, que ce soit pour équilibrer mes épaules, pour éviter la scoliose dans le dos, pour éviter que ma capacité pulmonaire diminue, comme ça peut être beaucoup le cas avec un autre problème. D'accord. Et pour aussi les organes que j'ai, les organes vessie intestin aussi qui dégénèrent aussi si on ne fait pas attention, Okay. à cause des problèmes de paraplégie, de spasticité et tout ça. Donc oui, à ce niveau-là, j'ai une vision à long terme pour ma santé. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que le sport t'apporte dans ton... Comment dire, dans ta vie en général, mais qu'est-ce que ça t'apporte comme qualité, en fait? Oui, c'est vrai que ça, c'est une question à laquelle j'ai moi-même déjà réfléchi quelques fois, parce que ça a commencé comme ça. Lorsque j'ai eu cet accident, je m'étais posé la question, mais est-ce que j'ai tout fait faux? Est-ce que c'était faux d'avoir misé toute ma vie en grande partie sur mon corps? Ouais. Est-ce que j'aurais pas dû? Est-ce que j'ai pris une fausse route? Et c'est aussi pour ça que pendant 4 ans et demi après l'accident, j'ai pas osé trop me remettre dans le sport de compétition, parce que je me disais, mais peut-être que j'aurais pas dû, peut-être que c'était pas la bonne voie. Et après, en 2012, j'ai commencé les compétitions, et pendant 1 année et demie, je faisais les compétitions avec en fait, on teste pour voir si c'était vraiment ce qui était juste pour moi. Okay. Et ces tests étaient assez concluants, puisque j'ai vraiment, j'étais quasi chaque fois sur le podium, et j'ai fait vraiment des résultats qui m'ont moi-même surprise, au niveau d'avoir fait des records du monde, battu des records de marathon, et beaucoup de bons résultats. Alors je me disais, là, je me suis dit, bon, si c'est comme ça, si j'ai cette facilité-là dans le sport, c'est que si ça fonctionne comme ça pour moi, c'est que c'est probablement une voie qui est juste pour moi. Ouais. Et à ce moment-là, alors j'ai réfléchi et j'ai vu que le fait de travailler sur son corps, c'était un travail sur le mental. Que c'est pas juste s'occuper de la chair, on va dire comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus profond.
Et c'est grâce à ça aussi que maintenant, je peux, je peux m'investir vraiment dans le sport en me disant que c'est pas quelque chose de superficiel. Parce que pour atteindre un haut niveau, que ce soit en sport, que ce soit on va dire, dans un art de spectacle acrobatique ou en danse ou ces choses-là, il faut une grande discipline personnelle. Ouais. Il faut savoir faire même quand on n'a pas envie. Il faut savoir faire parce qu'on a la vision à long terme. Il faut se dire, aujourd'hui, il fait froid dehors, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui j'ai des courbatures, aujourd'hui j'ai 1000 autres choses à faire dans la journée. Ça me stresse d'aller m'entraîner parce que j'ai beaucoup de retard dans ma comptabilité, j'ai 10 mails en attente, j'ai des téléphones à faire. Non, il faut réussir à dire stop, à mettre ça en parenthèse et à aller s'entraîner en sachant à long terme que si on ne le fait pas, notre objectif de compétition, quand la saison recommencera, si c'est par exemple en période d'hiver, si on ne le fait pas, on va tout à coup avoir baissé de niveau et on ne pourra pas le rattraper. Ouais. Après, on sait aussi que le sport, aussi à long terme, c'est hyper bénéfique pour la santé. Bien sûr, le sport de compétition, c'est encore autre chose parce que là, on crée plus de radicaux libres, on va plus forcer alors qu'on devrait des fois s'arrêter. C'est encore autre chose. Mais quand on fait du sport de compétition intelligent, on peut aussi éviter ça et prévenir le fait que ça aille dans l'extrême. Et c'est un investissement sur le long terme à ce niveau-là. Parce que si on investit pour sa santé, on sera plus performant aussi dans son travail. On sera plus performant longtemps aussi avec l'âge qui avance. Et ça fait justement, c'est lié, ça nous fait travailler sur notre volonté. Et la volonté, c'est la base de tout dans la vie. Sans volonté, on n'ouvre pas les yeux, on ne cligne pas, on ne se lève pas le matin. C'est hyper basique. Sans volonté, on va même pas faire un pas en avant, on va même pas s'habiller. C'est la base. Alors, l'être humain ne peut pas vivre sans volonté. Sans volonté, il va mourir. Et on voit ça aussi avec des personnes âgées où le conjoint est décédé, qui se laissent aller et qui vont mourir ou qui vont être malades beaucoup plus rapidement parce qu'elles abandonnent la volonté de vivre et de se battre. Et nous, au contraire, si on développe notre volonté, la vraie volonté qui vient de l'intérieur, on peut vraiment atteindre des grandes choses et plus de choses peut-être qu'on croit aujourd'hui. Aujourd'hui, on se sent limité sur une certaine capacité, mais en ayant la volonté d'aller tous les jours un peu plus loin, de repousser ses limites, c'est-à-dire d'aller de chaque fois, tous les jours, faire quelque chose où on se croyait pas capable hier, on va devenir plus performant, on va devenir plus grand. Et ça, le sport apporte ça. Le sport apporte aussi de devoir pas donner... Ouais, c'est un petit peu contradictoire, mais pas donner toute l'importance au corps. On sait, oui, le corps est important, mais si ton corps te fait mal, si ton corps a froid ou il a trop chaud, il faut pas te dire c'est moi qui suis au bout. Des fois on a des douleurs musculaires, mais notre corps, si on regardait l'énergie d'un point de vue atomique, on aurait encore de quoi faire 2 fois le tour de la Terre. Donc notre corps nous envoie des signaux et il nous met dans une illusion parce qu'il a envie de repos. Le corps, il veut la voie la plus facile. Donc des fois aussi il faut apprendre à pas écouter son corps comme étant le roi. Notre corps, c'est un petit enfant et nous on est le parent, l'adulte de cet enfant. Et donc il y a la discipline personnelle, il y a le fait de savoir repousser ses limites, de savoir se dépasser, le fait de travailler sur sa volonté, il y a le fait
de ce rapport avec le corps qui peut devenir plus sain, justement, en lui donnant de l'importance sans lui donner de l'importance. Le respecter, l'entraîner, mais pas lui laisser être le roi du monde. Et puis après, il y a aussi le côté du travail concret sur l'état d'esprit positif. Parce que quand vous décidez de participer à une compétition, vous ne pouvez pas partir défaitiste. Il ne faut pas que vous partiez défaitiste ou que vous partiez pessimiste. Ouais. Déjà, le fait, le jour de la compétition, de se lever le matin, de partir de bonne heure, de se mettre sur la ligne de départ, c'est déjà une première victoire par rapport à soi-même. Parce que déjà, on s'est dit, ok, je vais donner le meilleur de moi-même. Ouais. Et on est obligé pendant un moment, pour être performant en compétition, de se mettre dans un état d'esprit de gagnant. Et ça, c'est quelque chose qui nous apporte quelque chose de bien pour notre vie. Après, encore d'autres aspects du sport, c'est qu'en faisant du sport de compétition, c'est un grand investissement au niveau temps. Et ça va vous prendre 3, 4, 5, 6 heures par jour. Et du coup, vous avez moins de temps pour votre travail et pour les autres choses, ou pour votre famille, et pour votre ménage, pour votre vie privée, pour vos amis. Et il faut apprendre à être structuré. Ouais. Il faut apprendre à être structuré, à ne pas perdre du temps dans les rêveries. Il faut éviter de repousser les choses au lendemain, ce qui doit être fait, mais on n'a pas envie, hop, on le fait, comme ça c'est fait, c'est liquidé. Et puis être vraiment dans sa tête, d'être clair, de se dire pour que j'ai le temps, pour que je puisse me prendre le temps pour cet entraînement, il faut que j'ai fait le reste de mon travail, que j'ai 30 minutes pour la comptabilité, j'ai 35 minutes pour finir mes mails, j'ai 15 minutes pour aller amener ça dans un magasin, et puis il faut être structuré. Et ça nous aide aussi dans tout ce qu'on fait. Et il y en a sûrement encore plein d'autres, mais tout ça, déjà, ce sont des aspects positifs du sport qui sont pour moi des choses qui font que le sport, le fait de travailler, de s'améliorer dans un sport, nous apporte un plus dans la vie en général, et pour notre caractère, pour notre mental, pour notre intelligence. Ouais. Merci. J'ai vu que tu avais reçu dernièrement la médaille du mérite sportif, c'est ça, hein? Oui. Tu peux nous en parler un petit peu? C'est vrai que moi, j'ai été très touchée d'avoir reçu ce mérite sportif, parce que ça fait quand même beaucoup d'années que je suis dans le sport de compétition, et j'avais jamais vraiment reçu de reconnaissance, enfin, à part une médaille à l'arrivée d'une course. Ouais. Mais j'avais jamais reçu de reconnaissance vraiment. Oui, j'avais reçu quand j'ai fait les 7 majeurs, j'ai reçu le titre de grand maître honorifique. C'est aussi quelque chose de particulier parce que j'étais la première personne en vélo à bras qui avait gravi en 7 jours cette col alpin de plus de 2000 mètres. Wow. Mais après, un mérite par rapport à l'ensemble de ma carrière sportive, j'avais jamais reçu, et j'étais touchée que ça se soit vu, enfin, qu'il y ait des personnes qui ont prêté attention, parce qu'apparemment, lorsqu'on m'a remis ce mérite, c'était ils avaient vraiment mentionné pas seulement mes résultats de compétition, mais aussi les défis personnels que je fais, que j'appelle l'ultra-paracyclisme alpin, que depuis 2016, là, ça fait 3 ans que chaque année, je fais un grand défi. Cet été, c'était la traversée des Pyrénées en 10 jours, 800 km, 26 cols alpins et 18 000 mètres de dénivelé positif. Et c'est vrai que là aussi, c'est pour moi ce genre de défi, ça me permet c'est nouveau, ça me permet de montrer à moi-même, et puis
à des personnes qui vivent avec un handicap, avec une maladie, ou même pas ça, qui juste se disent je vais pas être capable, de se dire il faut des fois juste faire le premier pas, il faut y aller. Puis après on a fait le premier pas et on croche, on continue. Et tout à coup on se rend compte qu'on a de l'énergie et de la force en nous insoupçonnée. C'est clair. Et ça nous grandit intérieurement. Moi, j'ai pas tout de suite commencé avec la traversée des Pyrénées. J'ai d'abord fait la Suisse à bout de bras, les 13 cols alpins suisses, les plus mythiques, avec le handbike aussi. Et d'ailleurs, c'est de ça que j'avais parlé dans mon livre, La conquête de nouveaux sommets. Et après, j'ai suivi avec le Mont Ventoux, que j'ai enchaîné avec les 7 majeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est aussi pour moi une manière de retrouver un autre aspect du sport qui soit hors compétition. Parce que c'est beau, la compétition, ça nous permet de nous frotter, ça nous permet d'aller plus loin parce que on a justement ce côté de se comparer, mais se comparer positivement et puis d'aller vraiment au bout de soi-même. Et après, quand on fait des défis dans la nature, dans les montagnes, il n'y a pas de médaille au bout. Il n'y a pas de concurrents qui sont là à nous titiller, à vouloir faire une attaque. Non, mais on est soi-même avec soi-même pendant plusieurs jours. Et puis tous les jours, il faut pédaler pendant 8 heures, 10 heures, 13 heures, 15 heures de suite. Et puis là, on est juste avec sa propre voix intérieure. Ou des fois, on a envie d'abandonner parce que des fois, on a des douleurs de toutes sortes, les douleurs de frottement parce qu'on est toujours dans la même position pendant des heures. Et puis après, il y a les douleurs habituelles neurogènes que j'ai. Après, il y a les douleurs musculaires, les tendinites, les claquages. Et là, faut se dire, ok, j'ai un objectif, je vais aller au bout. Et c'est que moi-même qui peut me dire d'y aller. Et c'est moi-même aussi qui pourrait m'arrêter et puis me dire, oui, mais pourquoi finalement il n'y a personne qui me regarde? Je pourrais m'arrêter là, je pourrais m'arrêter à l'ombre, sous un arbre, profiter du soleil, fermer les yeux. Non, je me dis, mais j'ai un objectif et je vais aller au bout. Et après, on a gravi une marche de plus par rapport à soi-même, parce qu'on a été au bout de quelque chose et on n'a personne à l'extérieur qui nous a fouettés. Mais on a eu un accomplissement avec soi et la nature et la montagne. Et la montagne avec ses caprices de météorologiques, avec j'ai eu des différences de température dans un seul défi de 30 degrés. Et du très chaud, du très froid, de la pluie, du beau temps. Et c'est avec ça qu'on joue. Et finalement, c'est beau aussi parce qu'on se sent de nouveau tout petit. Dans la nature, par rapport à la montagne, on est juste rien. On est comme une petite feuille dans le vent. Et puis ça nous remet à notre place. On est rien de plus qu'un élément, qu'un brin d'herbe qui est aussi à côté de nous, qu'un papillon, qu'une chèvre, qu'un point de vue vivant. On est juste un être vivant qui est là et qui a envie de grimper. Peut-être des fois quand je monte sur ces sommets, des fois je vois des insectes qui essayent de monter sur une plante tout en haut, puis je me dis mais qui sait, peut-être qu'eux aussi ils ont galéré en essayant de grimper sur cette fleur parce que ça glisse ou parce que ça colle ou parce qu'il y a du vent, et puis c'est juste un autre niveau. Et je trouve que c'est bien aussi des fois de pouvoir se repositionner par rapport à la vie, et ça nous permet de relativiser les choses. Après, en étant au sommet d'une montagne, je regarde en bas, je regarde le panorama, je regarde la vallée. Et là, je me dis, c'est un peu comme dans la vie. Des fois, on a des soucis, on a des œillères, on est comme au fond de la vallée. On sent ces soucis, on voit que ça. Mais si on montait un peu plus haut, on verrait le panorama et on verrait que
on est coincé entre deux maisons Ouais. et que le monde, il est vaste, il est grand. Il y a tellement de chemins autour de nous qui s'ouvrent, tellement d'horizons, tellement de lumière autour de nous. On pourrait aller plus loin, on pourrait voir ça différemment. Et puis pour moi, c'est toujours des images symboliques comme ça qui me permettent de me donner une nouvelle force pour mon quotidien. Ouais. J'ai vu que tu faisais aussi des conférences publiques. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement ces conférences? Je suis pas rentré dans le... Je n'ai pas regardé en détail de quoi il s'agissait. J'ai quelques idées, mais est-ce que tu peux nous en parler? Alors, en fait, c'est pas toujours la même chose, hein. Il y a des... D'accord. On m'avait appelé après l'accident, à temps en temps, à donner des conférences témoignages par rapport à mon expérience, par rapport à ma vie. Et là, je me suis dit que je trouvais que c'était peut-être trop restreint. J'ai fait encore une formation dans le coaching de groupe. Et puis, depuis, mes conférences, elles sont axées sur des aspects qui vont un peu dans différents thèmes. Il y a le sport handicap, il y a le dépassement de soi, il y a la motivation, ou des témoignages par rapport à des défis que j'ai faits. Ouais. Et puis, des fois, c'est aussi dans des styles team building où je fais participer les gens pour essayer qu'eux-mêmes trouvent des chemins quand on a choisi par exemple un thème. Je sais pas, la peur par exemple, eh ben, je donne des exemples par rapport à des choses que je connais, que j'ai vécues. Et puis après, ben, je fais travailler et réfléchir les personnes qui sont là pour qu'elles-mêmes elles trouvent ces solutions, parce que les meilleures solutions, c'est pas celles que vous amènent les autres, c'est celles que vous trouvez au fond de vous-même. Ouais. Vous pouvez être guidé par l'autre personne. Alors j'essaie surtout d'être le guide, mais pas de donner une solution qui sera pas appropriée à l'autre. Et donc ces conférences, c'est ça, c'est des conférences, coaching, témoignages, ça varie un peu entre ces différents aspects. Ok. Tu t'adresses principalement à des jeunes ou pas spécialement? Pas spécialement, ça varie. Ouais. C'est selon les demandes. Ok. Ça peut être des entreprises avec des adultes, ou même des fois des écoles avec des enfants, selon comment on m'appelle. Et puis pour moi c'est très sympa et c'est très intéressant aussi d'avoir des tranches d'âge très différentes, parce que c'est une manière différente de parler, c'est une manière différente d'expliquer. Ouais. Et c'est très intéressant de pouvoir avoir ces différentes catégories, que ce soit des enfants très jeunes, des adolescents, des jeunes adultes, ou même des personnes plus âgées que moi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre à ces gens? D'une manière générale, j'ai envie de leur donner l'accès à leur force intérieure, l'accès à leur courage, l'accès aux héros qu'ils ont en eux. Parce que tout le monde peut être génial, mais souvent, surtout quand on est adulte, on a comme un nuage autour de nous, on a comme un manteau, on se protège parce qu'on a été blessé, parce que on a eu peur, on s'est fermé, donc on a des blocages psychologiques, et puis on a des souvenirs, alors on reste dans des carcans de pensée, alors qu'on pourrait penser différemment, qu'on pourrait penser d'une manière plus créative, mais on s'est habitué. Si par exemple il y a un événement qu'on a fait qui a tourné 3 fois mal, ben on va être conditionné, on va se dire si je fais ça, ça va tourner mal. Et il faut réussir à se défaire de ça. Il faut réussir à enlever, je sais pas, je vais imaginer ça avec comme un oignon qui a une pelure qui est brune, qui est brun à l'extérieur, et puis on enlève toutes ces couches de peau, et dessous on trouve
ce légume qui est tout blanc, qui est blanc, donc c'est la couleur un peu de la pureté. Et puis nous, c'est un peu pareil. On a un soleil en nous et on a des nuages qui cachent ça. Ouais. Et on doit oser les enlever. Et savoir que c'est pas parce qu'on va enlever ces couches qu'on va être plus vulnérable. On peut enlever ces couches de nuages, on peut enlever ces couches de saleté qui sont sur nous, mais après, on a toujours le droit de mettre un petit imperméable transparent qui fait que les choses négatives vont ricocher dessus. Ou bien, après, on peut être tellement lumineux, on peut être comme un soleil que quand il y a des choses négatives, quand elles s'approchent, elles vont brûler. Elles ne vont pas pouvoir rentrer au cœur, dans notre cœur. Et j'ai envie de transmettre aux personnes vraiment basiquement ça, qu'elles reprennent conscience de ce qu'elles sont, du trésor qu'elles sont et qu'elles ont au fond d'elles. Ouais. Très bien, un très beau message. Par rapport à l'exosquelette, j'ai vu que toi tu avais aussi essayé l'exosquelette, c'est ça, hein? Tu as participé à un projet. Oui. Twice, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. J'ai juste vu que quelques images comme ça, que tu avais donc testé l'appareil et tout, et je voulais voir comment... Je me demandais qu'est-ce que toi tu as ressenti en fait en l'essayant. Oui. Qu'est-ce que... Alors là, ça fait plus de 2 ans que je collabore avec cette équipe à l'EPFL pour mettre en place cet exosquelette. Au début, lorsque je l'ai testé les premières fois, il n'était absolument pas aussi avancé qu'aujourd'hui. Okay. Il n'était pas du tout encore adapté à mon handicap, à ma morphologie aussi bien que maintenant, et on l'a beaucoup, beaucoup fait évoluer depuis. Mais malgré tout, la première fois où j'ai pu me remettre debout, où j'ai pu marcher, faire des premiers pas, je ne vais même pas dire marcher parce qu'au début c'était vraiment l'appareil qui faisait bouger mes jambes, c'est plutôt ça. Mais c'était un rêve éveillé, c'était un rêve auquel je ne rêvais plus, qui tout à coup se réalisait. Parce que après l'accident, j'avais encore espéré pendant 2 ans. J'avais espéré avoir une récupération, j'avais espéré retrouver quelques capacités physiques. Ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai abandonné cet espoir et je me suis fait à l'idée que j'allais rester assise pour toujours. Et tout à coup, là, j'étais debout. Et puis mes jambes, elles bougeaient. Et comme elles avaient bougé, ça faisait plus de 9 ans, au moment où j'ai testé l'exosquelette la première fois, que j'étais assise dans le fauteuil roulant. Et là, pour la première fois, après 9 ans et demi, je revoyais mes jambes qui faisaient ce mouvement de la marche. Et c'était absolument émouvant. C'était fou, c'était incroyable. J'avais de la peine à me tenir debout, j'avais des vertiges, je sentais pas mon équilibre. En même temps, c'était hallucinant. Je me sentais un peu comme dans un rêve, surtout aussi parce que déjà, je revoyais ces jambes bouger. Après, parce que j'avais la tête qui tournait, parce que je me revoyais debout, mais je retrouvais pas les sensations de moi debout avant. Donc j'étais désorientée quand même. Et j'avais des harnais de sécurité qui me tenaient, donc j'étais suspendue. Et c'était étrange parce que il y avait certaines sensations que je retrouvais de moi valide, déjà par rapport au regard, par rapport au redressement du dos. Mais après, mes jambes, je les sens pas du tout. Et puis, j'arrivais pas à balancer l'équilibre avec mes pieds, avec mon bassin, puisqu'ils sont paralysés. Alors, je savais pas comment faire, je faisais que de vriller. Et j'ai appris par la suite qu'il fallait que je fasse l'équilibre avec le haut de mon corps, avec les épaules et la tête. D'accord. Mais c'est pas habituel, c'est pas normal.
Euh, et donc j'avais cette sensation aussi, j'étais très très heureuse et en même temps j'étais un petit peu déçue parce que c'était pas aussi facile que j'avais Ouais. imaginé. Moi, quand j'ai rencontré cette équipe pour la première fois, j'ai cru que c'était vraiment facile, quoi. Ok. On se mettait dedans, dans cet exosquelette, et puis Et on paf, allait. c'est parti. Ouais, et puis c'est parti. Eux, quand je les ai rencontrés la première fois, ils m'ont dit on va marcher, et puis nous, notre objectif, c'est de participer à la compétition au Cibathlon, la compétition des on va dire athlètes bioniques, athlètes handicapés avec moyens auxiliaires, Ok. qui avait lieu le 8 octobre 2016 à Zurich, alors que là, nous étions début juillet. Et il y avait des obstacles, c'était une course d'obstacles en exosquelette à faire. Et moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, bon, d'accord, alors aujourd'hui on marche, demain on fait les obstacles, puis après on va encore faire des trucs un petit peu plus avancés. On va peut-être faire un marathon, du trampoline ou bien de la danse, des, des petites choses un peu plus évoluées. Ok. Et quand je me suis mise debout, j'ai dit, oh là là, je sais pas ce que je viens de dire il y a une demi-heure, mais j'arrive même pas à marcher. Puis je me suis rendu compte de la difficulté Ouais. que j'allais avoir à déjà réussir à aligner un pas toute seule par moi-même sans être suspendue à ces sangles. Et sachant que 3 mois après, il fallait que je gère une course d'obstacles Ouais, c'est toute ça. seule. et, et donc là, je me suis rendu compte il fallait investir au niveau entraînement, au niveau temps Ouais. pour y arriver. Mais il fallait aussi que eux ils améliorent la machine, j'imagine. Aussi, Ouais, c'est ça. c'était une symbiose entre tout ça. Ouais, ouais. On s'est entraîné presque quotidiennement et eux, ils étaient absolument efficaces, c'était impressionnant. Euh, Moi, un jour, je leur disais une chose qui allait pas et le lendemain, ils l'avaient réparé. Ok. Et réparé, on va pas dire réparé, c'était pas Corrigé. cassé, mais corrigé. Ouais. Au début, moi, j'avais de la peine par le fait de ne pas sentir mes jambes et de ne pas pouvoir les regarder. Mhm. Donc, il m'avait mis des vibreurs, il m'avait mis des bips sonores pour me faire comprendre où était ma jambe. On a vraiment changé aussi la trajectoire du pas pour que le pas soit de plus en plus fluide, naturel et Ouais. moins saccadé. Parce qu'en étant saccadé, premièrement, c'est plus robotique. Et deuxièmement, ça me faisait perdre l'équilibre. On a travaillé sur la position du dos qui est de plus en plus relevée, qui est maintenant actuellement, on a une position de dos entre 1 et 3 degrés seulement, alors qu'au début, ou même je crois 1 degré en avant, qui est très peu, alors qu'au début, on était à 20 degrés en avant. Mhm. J'étais complètement penchée en avant. Je marchais comme un chimpanzé parce que j'avais besoin de ça pour l'équilibre. Et puis, et puis par rapport à la configuration de l'exosquelette qui n'était pas encore terminée. Ouais. Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, j'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré mes capacités et parallèlement, les ingénieurs ont énormément fait progresser Mhm. cet exosquelette. Il a évolué en 3 mois à une vitesse grand V. Ok. Ils ont pas dû beaucoup dormir non plus, je Ah pense. ça, non, c'est fou. Ils ont fait des nuits blanches, mais comme pas possible. Ouais. Et puis, donc l'exosquelette, en fait, t'as les jambes qui sont attachées dans un guide, en fait, en quelque Oui, sorte. oui. Ça vient jusqu'à quoi? Milieu du dos? Quelque chose comme ça? Chez moi, ça vient jusque sous la poitrine. D'accord. Et c'est comme une structure extérieure qui encercle mes jambes, Mhm. les pieds, le bassin, les genoux, le bassin. Et ensuite, j'ai une structure rigide dans le dos et des ceintures qui se crochent au ventre, au bas-ventre et puis aussi ensuite sous la poitrine. D'accord. Et de ce que j'ai vu, t'as des béquilles spéciales, en fait, où au Oui, bout, t'as des petites commandes pour donner l'impulsion à la machine au niveau des jambes, c'est ça? oui, c'est ça. J'ai des béquilles. Une des deux béquilles est reliée
à l'ordinateur, au boîtier électrique qui est dans le dos, que je porte un peu comme un sac à dos. Mhm. Et dans cet ordinateur, il y a des programmes préinstallés. Les programmes, c'est les différents mouvements. Ouais. C'est les... Il y a les différents types de marches. On a 3 vitesses de marche. On a la marche avant, la marche arrière. On a la montée, descente des escaliers, montée, descente, une rampe raide. On a le slalom, on a s'asseoir sur un tabouret, s'asseoir sur un fauteuil qui est encore plus mou, qui est plus bas. On a le fait aussi de s'arrêter pour pouvoir rester debout et puis lever une béquille. Par exemple, dans la course d'obstacles, il fallait ouvrir une porte avec une main, donc il fallait pouvoir se mettre en équilibre sur les pieds sans devoir se retenir avec les 2 béquilles. Ok. Et puis, il y a toutes ces différentes marches, ces différents mouvements. Moi, avec la béquille, j'ai des boutons pour aller chercher ces programmes et puis après une gâchette pour actionner chaque mouvement. Ok. Comment tu sais sur quel programme tu es? Parce que j'ai une montre, j'ai une montre sur laquelle j'ai des petits icônes qui me montrent où je suis. D'accord, ouais. Ok, sacré équipement. Ouais. Oui, il faut apprendre aussi, il faut Ouais, apprendre à manipuler, il faut apprendre après aussi à savoir, savoir sur quel bouton appuyer sans regarder. Mhm. Mais ça, à force maintenant, j'ai pas besoin de regarder les boutons. Donc là, tu l'utilises encore? Vous faites encore des tests? Oui, C'est tout encore à fait. d'actualité, ouais. Oui, c'est très d'actualité. On vient d'ailleurs de sortir le prototype 2, le deuxième, le Twice One, Ok, et qui est le même exosquelette, mais plus fin dans sa construction, avec des moteurs plus puissants, qui fait que lorsque je monte un escalier ou une rampe, je n'ai plus besoin de pousser moi aussi fort sur mes bras. d'accord. Je dois juste travailler sur la position du corps pour ne pas tourner. Et avec cet exosquelette-là, maintenant, je peux m'installer toute seule dans l'exosquelette. Alors qu'avant, il fallait que des personnes me portent. Ouais, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est les grands changements. Une belle évolution, ça. Oui. Et le fait qu'il ait des moteurs plus puissants, ça permet à des personnes plus grandes, plus lourdes que moi, de l'utiliser aussi. Ok. Où il y a juste les segments après qui doivent être adaptés à la longueur des jambes. D'accord. Donc on continue à évoluer. Là, récemment, ce nouveau prototype est sorti. On continue à travailler dessus pour rendre la marche toujours plus naturelle, toujours plus rapide. Et puis aussi sur des nouveaux mouvements qu'on va mettre en place là en début d'année. Ok. Si tu regardes en arrière et puis que tu penses à ces 11 dernières années qui se sont écoulées, à tout ce que tu as traversé comme épreuve, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as évolué, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu as comme sentiment quand tu repenses à tout ça? Je me dis que j'ai bien fait de ne pas me laisser m'enfoncer dans la boue et de me dire qu'un accident, c'était forcément la fin du monde et la fin de la vie. J'ai vécu plein de choses, j'ai continué à vivre avec passion, avec une vie multicolore. Et malgré cet handicap, j'ai aujourd'hui une vie qui me ressemble comme j'avais une vie qui me ressemblait avant cet handicap. Parce que j'ai une vie qui est très riche, je rencontre énormément de personnes, je voyage beaucoup, je fais beaucoup de choses différentes. Je peux continuer à être active aussi pour beaucoup d'associations, de fondations, pour aider des personnes qui sont dans ma situation. Après aussi avec ce travail de la collaboration avec l'exosquelette, c'est aussi c'est un travail
qui est hyper intéressant. C'est pour moi, mais c'est pour les autres, Bien c'est pour sûr. les personnes, pour les générations futures de Ouais. personnes qui vivent avec un handicap. Et puis moi, avec le sport, j'ai continué à avancer. J'ai eu des défaites, j'ai eu des désillusions, j'ai rencontré des personnes qui m'ont déçue. J'ai eu des moments où je me suis fait mal, j'ai eu des blessures physiques et émotionnelles. Mais je me suis relevée à chaque fois. Et en regardant en arrière, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de fois où je suis tombée, mais autant de fois que je me suis relevée. Et ça me prouve que on peut se relever à chaque fois. Mm. Là, je suis peut-être physiquement assise, mais mentalement, je me suis relevée. Ouais. Et pour moi, c'est ça qui compte. S'il y avait, quels seraient les trois mots, les trois moments les plus forts? Quels ont été les trois moments les plus forts dans ces 11 ans? Alors, j'ai pas encore réfléchi à ça, mais j'ai eu, alors depuis le début, on va commencer. Peut-être après 4 ans et demi, quand enfin on a eu gain de cause avec l'assurance et qu'on est sorti de ce combat juridique avec tout ce qu'il fallait faire avec l'avocat et tout ça, Ouais. pour juste avoir mes droits, pas comment dire, pas de rente ou des choses comme ça, mais avoir mes droits par rapport à ce qui m'est dû. Ouais. Que l'assurance devait prendre en charge les frais de l'accident et des moyens auxiliaires. Ça, c'était un grand combat et c'était un grand soulagement. Et enfin, à ce moment-là, à partir de là, on a pu investir dans notre propre entreprise, vraiment, dans nos locaux, investir pour avoir un vrai atelier de décoration. Moi, j'ai enfin pu me mettre au sport de compétition. On a enfin pu déménager et prendre un appartement plutôt que de vivre en caravane. Donc ça a été un grand changement positif et un beau virage après l'accident. Mhm. Après, il y a eu quelques succès sportifs. On va dire, il y a deux grands succès sportifs que je vais mettre en deuxième position ex aequo, pardon. C'est quand j'ai fait le meilleur temps mondial au marathon, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce résultat. Je venais d'acquérir un nouveau handbike, ça faisait 2 jours que je l'avais. Okay. J'étais pas encore à l'aise avec Ouais. les changements de vitesse, c'était tout différent. Le handbike que j'avais avant, j'avais le changement de vitesse sur les pédales, là il était sur la fourche, et puis j'avais le frein qui était à un autre endroit. Le handbike était complètement différent, mais je savais qu'il fallait y aller, il fallait à fond, il fallait aller juste, il fallait pédaler vite, c'est tout ce que je savais. Ouais. Et puis comme on était énormément de monde au départ de ce marathon-là, on était dans les 220, et puis je voulais pas me laisser enfermer dans la masse. Ouais. Parce que j'avais toujours peur des carambolages, parce que surtout dans les premières années de compétition, j'ai très souvent été chahutée, et puis il y a eu des accidents en départ de course, et je voulais me sortir de la masse. Alors tout ce qui m'importait, c'était tracer au début, faire ma place, retrouver un peu d'espace autour de moi. Ouais. Et j'ai pédalé vite pour ça. Et après, j'ai continué. Alors une fois que je me sentais un peu libre, que j'avais de l'espace devant moi, j'avais pris le rythme et j'ai continué. Et chaque fois que je voyais un trou, je passais. Et puis, j'étais déjà surprise d'être arrivée première parmi les femmes. Et après, quand on m'a dit que j'avais fait le record du monde, c'était juste incroyable, quoi. Je ne m'attendais pas du tout. Et c'était encore... pas longtemps que j'étais dans le sport haut niveau handbike, même si j'en pratiquais depuis 2008 depuis que j'ai eu l'accident, que je suis sortie de l'hôpital, mais c'était une surprise. Tout à coup, je me suis dit, mais apparemment, du coup, je peux vraiment
me battre avec les meilleurs du monde. Là, je rentre dans l'élite mondiale. Puis, malgré moi, et de nouveau, comme je disais tout à l'heure, je voulais tester si c'était juste pour moi de prendre le chemin du sport et du travail avec mon corps. Et de nouveau, c'était une preuve pour moi que c'était juste par rapport à ma vie. Et après, il y a eu ce titre de vice-championne du monde qui a été au championnat du monde qui ont lieu dans le canton de Lucerne, à notre ville. Et le hasard a fait que y a un stade de sport devant l'hôpital qui est à 100 mètres, 200 mètres de l'hôpital. Non, même pas 200, je pense à peine 100 mètres. Et puis, on faisait une boucle de 7 km qu'on faisait 7 fois. Et puis, chaque fois, on repassait devant cet hôpital. Et dans cet hôpital, moi, j'ai été livrée en 2007. J'étais presque morte. Et après, 8 ans après, je suis au championnat du monde. Et puis, je gagne ce titre de vice-championne du monde. Et pour moi, j'avais bouclé la boucle avec ça. J'avais refait la paix avec mon passé. J'étais plus la victime de mon sort. J'étais plus à ce même endroit. J'étais plus la personne qui avait reçu des grosses pierres et puis qui était écrasée sous les pierres. Non, j'avais réussi à me sortir et à grimper par-dessus ces pierres qui voulaient m'écraser et puis à me hisser et puis à me retrouver en altitude. Et c'était à ce moment-là, j'étais comme apaisée. J'avais l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Et j'avais plus rien, par rapport à moi-même, j'avais plus rien à me prouver. Je savais que c'est bon, j'étais redevenue Silke Epan comme je me connaissais. Et ça, c'est les deux. En fait, je vais mettre ces deux succès sportifs en deuxième position. Et puis après, la troisième position, moi, c'est les défis personnels, les aventures sportives et alpines. Parce que malgré les grands succès en compétition, j'ai eu des désillusions aussi. Et les désillusions avec la fédération allemande, dont je ne fais plus partie maintenant. Mais il y avait vraiment eu des choses très négatives qui s'étaient passées, d'un point de vue surtout humain. Mais j'ai subi vraiment du mobbing pendant plus de 2 ans et ça m'a beaucoup fait souffrir et je tenais parce que je voulais encore arriver jusqu'au jeu de Rio. Et après, quand j'ai été qualifiée, j'étais dans l'équipe présélectionnée, mais justement pour ces raisons humaines, relationnelles et incompréhensibles, je vais dire aussi, j'ai pas été au jeu de Rio 2016. Et c'est là que moi, j'ai décidé de vouloir de nouveau mettre un virage. J'avais perdu à ce moment-là, j'avais complètement perdu le plaisir du sport. Je supportais plus le handbike. Ça m'avait tellement fait de mal. Je supportais plus de voir un handbike. Je voulais arrêter complètement. Et je m'étais rendu compte que c'était pas normal parce qu'au départ, ce sport, il m'avait permis de retrouver mon identité, il m'avait permis de me ressentir bien dans ma vie, dans mon corps, et il m'avait permis de travailler sur moi, comme sur tous ces aspects du mental dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors j'avais besoin de trouver quelque chose pour me reconnecter à ce plaisir que j'avais eu à la source. Et c'est là que j'ai entrepris la Suisse à bout de bras, les 13 cols alpins suisses, 13 grands alpins suisses, dont le Nüfnen, le Grimsel, la Fourca, le Grand Saint-Bernard, San Bernardino, tous ces grands beaux cols. Et puis j'ai enchaîné avec, et ça m'a fait, c'était nouveau un déclic pour moi, pour me dire, mais c'est super les compétitions, mais il faut pas rester focalisé là-dessus, il faut pas se laisser manipuler par les compétitions, parce qu'en étant athlète, on est soumis à beaucoup de règlements, on est soumis au bon vouloir de certains sélectionneurs. On peut faire tous les bons résultats qu'on veut, on peut avoir fait tous les meilleurs points de qualification du monde. S'il y a un sélectionneur qui n'aime pas notre tête, qui ne veut pas nous prendre, il ne nous prend pas.
Et il n'a aucune excuse, aucun argument à donner. Et on est tellement tributaire, on est tellement esclave que moi, j'avais besoin aussi de pouvoir reprendre les rênes de ma vie. Et en faisant mes propres défis, c'est moi qui peux gérer. Et là, j'avais pu retrouver vraiment ce bonheur, et ce bonheur d'être active à travers mon corps et de retrouver le fait que mon corps, malgré le fait qu'il ait un handicap, il est puissant, il est une machine à produire de la performance, et malgré le fait qu'il ait une déficience à un certain endroit, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire des records du monde, et même des records du monde qui sont non classés, parce que quand je fais ces défis, chaque fois j'étais la première personne paraplégique ou avec handicap à les faire, et puis j'ai un petit peu été une pionnière, et j'ai ouvert des voies, et ça aussi c'est mon bonheur, parce que j'ouvre des chemins pour des personnes qui auraient envie de le suivre, et j'ai envie de montrer, j'ai envie à tous ceux qui ont peut-être pas envie d'aller dans le sport de compétition, mais qui ont juste besoin de voir la vie, de s'ouvrir à la vie, qu'il y a d'autres moyens. Voilà. Est-ce que tu as un message pour les auditeurs qui sont peut-être dans le doute ou dans une situation qui les challenge en ce moment? Alors, je n'ai pas non plus réfléchi auparavant, mais d'une manière spontanée, je vais dire, ça sert à rien d'avoir peur de quelque chose qui peut nous arriver, parce que forcément, au moment où ça nous arrive, ça ne sera pas exactement comme on l'a imaginé. Et deuxièmement, on va, en même temps que la difficulté, la vie va nous donner des outils et une énergie qu'on n'a pas actuellement au moment où on y pense. Moi, j'avais toujours, au moment où j'étais acrobate, j'étais artiste de cirque, quand je voyais une personne en fauteuil roulant, ça m'effrayait. J'avais peur de ça. Je me disais, mais si un jour je devais avoir un accident ou un handicap, ok, si j'étais aveugle, je ferais ça. Si j'étais sourde, je ferais ça. Si j'avais un doigt amputé, je ferais ça. Mais par contre, avec être en fauteuil roulant, je ne pouvais pas m'imaginer que je puisse être heureuse et vivre en fauteuil roulant. C'était la chose la pire qui puisse m'arriver. Et puis en fait, au moment où c'était là, j'ai plus pensé à moi, ce que je pensais avant. C'était là et il fallait faire avec. Et puis justement, comme je viens de le dire, j'ai eu des pensées, des énergies, des inspirations, des idées qui me sont venues spontanément par rapport à ma situation, que je n'aurais pas eu, que je n'aurais pas pu avoir avant. Et ça sert à rien donc de se faire du souci par rapport à des choses qui pourraient arriver. Parce que premièrement, on se pollue son présent avec, en enlevant de la qualité dans son présent, en s'enlevant de l'énergie dans notre présent. Et deuxièmement, on prépare rien. On prépare pas le futur en ayant peur. Tout ce qu'on peut faire, ce qui est peut-être positif, oui, c'est avoir un plan B, avoir un plan C. Mais dans le positif, de se dire, ah, mais si ça marche pas, si par exemple mon idée de devenir comptable ne fonctionne pas, moi j'adore aussi m'occuper des chevaux, alors je vais continuer à pratiquer ma passion avec les chevaux, et puis si je peux pas devenir comptable, eh ben, je peux faire quelque chose avec les chevaux. Puis après, si ça va pas, moi je sais que j'adore aussi m'occuper des personnes âgées. Alors peut-être une fois par semaine, je m'occupe d'une personne âgée, puis on verra. C'est avoir des plans B, des plans C, même si on les pratique pas, mais les avoir en tête. Ça, c'est constructif. Mais pas dans le négatif, pas dans la peur. La peur, c'est une non-confiance en la vie. La peur, c'est donner, c'est nourrir nourrir le petit diable qui est en nous, qui veut nous effrayer.
Alors que si on a confiance, on croit en notre bonne étoile. Et puis c'est elle qui nous lance, qui nous guide, qui nous lance des petites étincelles de force tout le temps. Est-ce qu'il y a une chose que tu as apprise qui serait importante pour les entrepreneurs? Toi qui es aussi entrepreneuse pour le coup. Oui. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Ce qui est important pour les entrepreneurs, c'est... déjà, je pense que c'est important de croire en sa passion, croire en ce qu'on aime, même si c'est quelque chose de complètement différent, de complètement original, quelque chose qui n'existe pas. Si c'est une activité qui nous plaît et puis à laquelle nous on croit, eh ben crochons. Et puis il n'y a pas de raison que c'est pas parce que ça n'a jamais été fait que c'est impossible. Et puis après, aussi quand on est indépendant, ne pas se laisser décourager quand il y a des périodes plus creuses, parce qu'il faut toujours regarder un peu plus loin, regarder sur l'ensemble, regarder sur l'année, regarder sur les 2 ans, et puis se dire que c'est pas parce qu'on a un mois de janvier et de février qui va mal que toute l'année elle va aller mal, parce que après on sait qu'il y a de nouveau un mois de septembre ou de juin qui va hyper bien. Et puis rester créatif parce que notre société elle est toujours en évolution rapide, c'est une société dans l'instantané, c'est une société qui veut que ça bouge tout le temps. Alors nous, rester ouverts et créatifs à nous adapter au changement. Je pense que c'est très important pour pas se dire mais moi je pratique cette chose-là ou je pratique cet art-là et puis les autres ils ont qu'à aimer, ils ont qu'à adhérer. Non, les autres la vie continue. Alors nous on doit suivre le flow. Donc rester flexible et ouvert et créatif et positif, parce qu'il faut continuer à croire à ce qu'on fait, c'est important. Merci beaucoup Silke Pan, merci pour ton temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre sur internet? On peut me suivre, alors j'ai un site internet, silkepan.ch. Avec une page des actualités. Ensuite, je suis assez active aussi sur Facebook. J'ai page et profil. Un petit peu sur Instagram, un petit peu sur Twitter, un petit peu sur LinkedIn, mais le plus, c'est quand même Facebook et mon site. D'accord. Et j'ai un blog aussi, WordPress, mais c'est quand j'ai le temps, j'écris de temps en temps. Donc, sur mon site, il y a un petit peu les différents réseaux sociaux qui sont écrits. D'accord. Et puis, j'essaye, dans la mesure du possible, de rester, de donner des nouveautés par rapport à mes actualités. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite tout bon pour la suite, pour tous tes projets, parce qu'il y en a beaucoup en cours. Oui. Et puis, bravo pour ce parcours. C'est juste génial. Merci. Oui, merci à toi, merci pour votre écoute, et puis j'espère que ça puisse apporter du punch et de l'envie d'aller de l'avant. J'en suis sûr. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tous les cas, pour ma part, c'est un réel plaisir de partager cette interview avec Silke. Comme vous avez pu le voir, elle a vraiment un parcours très inspirant, et je pense que cette force de caractère va inspirer beaucoup d'entre nous. Je vous incite à le réécouter en entier, puisqu'il est quand même assez long. C'est le premier épisode qui est aussi long. Il y a beaucoup de matière, beaucoup de valeur ajoutée, donc je propose vraiment de le réécouter peut-être plusieurs fois, ou le réécouter une fois dans quelques semaines. Ça permet toujours de capter des petits éléments supplémentaires. Si vous avez envie de partager quelque chose par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à aller soit sur le site webstrategy.ch,
sur le Facebook, il y a sur Twitter aussi, sur YouTube, vous le retrouvez partout. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez partager. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi sur Apple Podcast, ça m'aide à référencer le podcast. Et voilà, sinon je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. À bientôt.